Bonjour et bienvenue pour ce nouvel article de thérapie. Cet article a été rédigé d'abord à l'écrit et je tenais à l'enregistrer en version audio pour les personnes qui sont plus auditives, qui écoutent parfois les articles ou les podcasts que je propose en voiture. Donc ce nouvel article s'appelle « Le lien entre la péridurale et les difficultés de sommeil chez nos enfants ». Avant de commencer à vous parler de ce thème en particulier, je voudrais faire quelques notes, quelques avant-propos. Notamment commencer par vous dire que, pour rappel, je ne suis pas du tout issue du monde professionnel médical. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin ou anesthésiste. Moi, je vais juste partager mon vécu personnel et professionnel dans l'accompagnement de très nombreux bébés aux difficultés de sommeil. Les informations que je vous partage, ce sont les bébés eux-mêmes qui me les ont transmises tout au long des séances où il m'a été offert l'opportunité de mettre des mots sur leurs mots MAUX. Pour information, environ 70% de mes clients bébés viennent à mon cabinet pour des difficultés de sommeil. Ensuite, deuxième note que je voudrais préciser avant de commencer, c'est qu'il existe une vague en ce moment qui est de plus en plus forte, des groupes Facebook, des livres, des forums qui regroupent en fait les parents d'enfants qui ne dorment pas bien et qui partent du principe que c'est normal et qu'il faut arrêter de dire bébé ne fait pas ses nuits, mais par contre qu'il est bon de se soutenir entre parents qui vivent la même chose. Et qu'il est normal pour eux que pendant leurs premières années, les enfants ne dorment pas bien, qu'ils ne savent pas s'endormir seuls, qu'ils se réveillent plusieurs fois par nuit, qu'ils font des cauchemars. Alors moi, mon positionnement personnel, actuellement en tout cas, il est vraiment différent du leur, mais pour autant, je ne juge pas du tout leur façon de penser. Moi, à mon sens, les difficultés de sommeil sont l'alerte d'un état d'anxiété important et plutôt il va être accompagné, plutôt le bébé ou l'enfant va être allégé d'un poids lourd qui ne se reportera pas du coup ailleurs ensuite, comme par exemple des difficultés d'angoisse à l'école, des angoisses de séparation ou autres. Ensuite, je voulais aussi préciser que cet article il a été rédigé à titre informatif et qu'il n'a absolument pas pour vocation de vous aider à choisir de prendre ou de refuser la péridurale. Ce choix vous appartient entièrement. À mes yeux, ce qui compte le plus, c'est que vous fassiez le choix qui vous met, vous, le plus en sécurité pour accueillir votre bébé. Si vous avez besoin de la péridurale, par peur de ne pas supporter la douleur par exemple, choisissez la péridurale. Et si vous avez besoin d'accoucher de façon le plus naturelle possible pour justement vous sentir vous en sécurité par rapport à ce qui se passe, soit. Je souhaite vraiment moi juste passer un message qui me semble très important pour informer. Parce que pour moi, il y a vraiment urgence là dans ce monde qui tourne à 100 à l'heure et qui parfois tourne pas dans le bon sens non plus. Si vous avez fait le choix de la péridurale, pour moi, il n'est pas à questionner. Ce choix, c'est vraiment le vôtre et il me tient cependant à cœur de vous informer du lien possible qu'il existe entre cette anesthésie et des difficultés potentielles pour votre enfant ensuite. Parce que malheureusement, tout cela n'est pas largement partagé lors des pourtant si nombreux rendez-vous entre les rendez-vous sage-femme, médecin, gynéco, anesthésiste d'avant, post-accouchement, pré-accouchement, pardon, excusez-moi. Il y a pourtant beaucoup de rendez-vous, mais on ne parle pas souvent de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors bien souvent, lors des traductions de bébés qui me parlent de leurs difficultés de sommeil, il y a comme un climat de grande angoisse qui est présent. Ils n'aiment pas bien là ce sujet du sommeil. Et pour eux, il est très souvent relié à la mort. Bébé ne peut pas s'abandonner au sommeil. Ses sensations physiques, celles de la fatigue, du sommeil qui s'en vient, sont associées de façon parfois traumatique au danger de mort. On va revenir pour ça sur les différentes façons dont peuvent se présenter les circonstances d'une anesthésie péridurale. Alors bébé est en plein marathon de la naissance. Il doit quitter son cocon, là qu'il connaît depuis environ 9 mois. Il doit quitter sa zone de connu, son endroit sécuritaire, et il n'a plus le choix. Tout son être le sait. Pour rester en vie, il doit sortir. Si jamais le programme intérieur qui le lui dit ne se fait pas bien entendre, c'est la force de la nature elle-même qui va le lui rappeler. La force des contractions, les vagues d'hormones, il doit sortir. Alors il entame son chemin, son marathon. Pas franchement facile de son point de vue à lui non plus. N'oublions pas que derrière la face cachée de l'accouchement, il y a aussi la face de la naissance. Et c'est pas non plus, pour le petit homme, une partie de plaisir. La vie et la mort se côtoient de près.
L'intensité de la vie se fait sentir là au travers des contractions et des décharges hormonales superbement orchestrées par le corps à corps et le cœur à cœur aussi de ces deux êtres qui doivent maintenant défusionner pour pouvoir survivre. Bébé peut déjà avoir des craintes de ne pas y arriver, pour de multiples raisons qui sont là depuis quelques semaines, quelques mois, qu'on peut aussi la traduire en amont d'ailleurs, en séance de parole au bébé, pour alléger bébé le jour de sa naissance. Mais même si bébé n'a aucune crainte de ce moment-là déjà, s'il n'a aucune peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de faire ce marathon pour la vie, vous savez ce qui peut le faire douter là maintenant? Et bien justement la péridurale. L'un des effets secondaires constatés est le ralentissement cardiaque du bébé. Et savez-vous comment on se sent quand notre cœur ralentit? On se sent partir, on se sent faible, on se sent un peu mou, sans force. Et voyez-vous, ce moment-là, en plein milieu de la naissance de notre bébé, c'est pas le meilleur moment pour que le bébé sente tout ça là, lui arriver sur le coin du nez. Et pourtant, c'est à ce moment-là que l'anesthésie va arriver. Pour lui, il y a danger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de son marathon, si son corps le lâche, là, maintenant, il risque de mourir. Donc une terrifiante angoisse peut le submerger. Et si ça ne le submerge pas lui, il est tout à fait possible que cela submerge le corps médical et ses parents. Car bébé est bloqué dans ses forces de naissance, mais maman aussi dans ses forces d'accouchement. Toute sa cascade hormonale est chamboulée par l'anesthésiant et le travail stagne. C'est long. Bébé commence à souffrir, comme on dit. Et il va falloir intervenir en urgence. Et là, c'est parfois la panique. Et peut-être même qu'il y a une césarienne d'urgence qui est programmée. Parfois encore, la péridurale n'était pas invitée. Mais après un travail dur, laborieux, maman est à bout, papa il est peut-être très inquiet. Et ce climat-là, il n'est pas invisible au corps médical, qui va alors tenter de refourguer une fois de plus la péridurale à maman. Vous êtes sûr, hein, vous êtes fatigué, vous allez voir, ça va vous soulager. Enfin bon, bref, et puis c'est pas le moment pour discuter en général. Donc maman, elle peut dire oui. Oui, parce que voilà, elle se laisse persuader, oui, parce qu'elle a peur. Elle a voulu être forte, elle a voulu être courageuse, mais là, elle a vraiment trop peur. Elle a peur que son choix ne soit pas le bon, que ça puisse peut-être porter préjudice à son bébé, la peur de mourir pour elle, la peur que son bébé y passe aussi. Donc en gros, c'est plus la peur, c'est la terreur, quoi. La terreur règne et l'anesthésie arrive à ce moment-là. Parfois encore, bébé est bloqué. Il ne descend pas. La péridurale a fait son effet, il est à moitié endormi. Les contractions sont amenuisées. En plus, maman, elle aussi est à moitié endormie, à moitié shootée, elle est donc plus en lien avec bébé. Et on va injecter des hormones de synthèse pour relancer le travail, pour que les contractions reprennent. Et donc ces contractions reviennent, mais elles sont très violentes, parce que ce ne sont plus des contractions naturelles, c'est l'ocytocine de synthèse qui vient les provoquer. Et bébé, lui, par contre, il peut toujours pas descendre. Et son cœur va fatiguer, et donc il va falloir intervenir. Ce qu'on voit après coup, c'est que bébé avait 3 tours de cordon autour de son cou. Donc il ne pouvait pas descendre. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il n'avait pas la longueur pour descendre davantage. Mais il a dû subir quand même la force de ces contractions artificielles. Et sans l'apaisement de l'ocytocine naturelle qui était censée l'aider dans la douleur, dans la force que cela pouvait agir sur lui. Donc il a dû être étranglé à plusieurs reprises, puisque du coup ces contractions très violentes le chassaient, mais qu'il y avait aussi une force contraire qui le retenait. Et en plus, dans cette épreuve-là, il était seul, parce qu'il était coupé du lien avec maman, qui était à moitié shootée, à moitié dans les vapes, et peut-être aussi dans l'urgence, donc dans sa propre survie. Et donc bébé avait peut-être aussi peur pour maman, peur pour lui-même, peur que ça dure, peur que ça s'arrête jamais. En gros, encore une fois, on est face à une grosse terreur. Alors quoi de plus logique pour bébé que de ne pas pouvoir s'endormir sereinement après ça? Je veux dire déjà qu'après tout choc traumatique, le sommeil est touché, ça on le sait bien, mais qui plus est si ce choc traumatique a un rapport direct avec le sommeil? Car oui, l'anesthésie et le sommeil sont très proches.
Oui, les mémoires cellulaires de bébé font le lien entre les sensations du sommeil, qui sont très proches des sensations de l'anesthésiant, et le danger de mort, de sa propre mort ou de la mort de sa maman, voire des deux. Au moment de la péridurale, il n'y a pas que maman qui est shootée par l'anesthésie, bébé aussi. D'ailleurs, on parle des effets secondaires au niveau de l'allaitement, parce que souvent, quand bébé somnole encore de son shoot de péridurale, il n'a pas suffisamment de vigueur pour se mettre au sein. Mais sans même parler de mise au sein, juste le fait que bébé somnole encore, vous trouvez ça anodin, vous? Parce que moi, non. Et les bébés m'ont confié à multiples reprises que cette sensation-là de somnolence était pour eux associée au danger. Donc lorsque le sommeil arrive, que leurs muscles se ramollissent, que leur conscience commence un peu à partir, que leur cœur ralentit, tous les signes du sommeil, quoi, et bien, il y a comme un sursaut de vie enregistré au cœur de leurs cellules, c'est « attention, danger, ne t'endors pas, c'est trop dangereux ». Nos bébés, mais nos enfants plus grands aussi, ont besoin de dormir, mais un traumatisme présent les en empêche. Le mécanisme du traumatisme est très bien fait. Il aide le corps à se protéger d'un danger pour que cela ne se reproduise plus. Mais quand le corps se trompe, ou en tout cas quand le corps ne sait pas tout, quand le corps il a besoin de ce sommeil, mais qu'il croit que ce sommeil est aussi un danger, comment faire? Combien de parents me confient que leur bébé a besoin de dormir, et parfois même on sent qu'ils veulent dormir, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et s'ils y arrivent, il y a quelque chose qui les réveille en plus. Parfois même, certains parents pensent que ce sont des forces extérieures néfastes, comme des entités par exemple. Et même si moi je suis ouverte à ce sujet, la plupart des fois, en tout cas pour les enfants que moi j'ai reçus, ces enfants-là, aux problèmes de sommeil, ne luttaient pas du tout contre des entités. Ils luttaient contre un programme archaïque de survie chez eux. Là où le traumatisme a laissé des traces, il faut amener de la lumière, de la conscience, de l'empathie, de la bienveillance, de l'accompagnement, pour que le corps puisse lâcher tout ça. Pour aider bébé à décharger son gros bagage, là, son énorme frayeur qu'il a dû vivre seul la plupart du temps parce que personne ne soupçonnait ce qui se passait pour lui dans son intérieur. Oui, parce qu'un bébé, ça pense et ça éprouve des émotions, des sensations aussi intenses que ça, des terreurs. Et ça peut aussi, un bébé, faire des liens comme ça, entre le sommeil, l'anesthésiant et le danger. Oui, oui, oui. Et je pense qu'il est vraiment temps que tout ça, ça se sache. Parfois, votre bébé s'endort uniquement dans vos bras. Et si vous le posez, même après avoir attendu qu'il soit rentré dans sa phase de sommeil profond, il peut se réveiller dès lors qu'il est plus contre vous. Et j'ai eu vraiment une maman, une fois, qui m'a dit qu'elle s'était renseignée pour savoir au bout de combien de temps le sommeil profond arrivait et qu'elle chronométrait depuis le moment où son enfant s'était endormi pour s'assurer de ne le poser dans son lit que quand il serait dans son sommeil le plus profond, pour ne pas qu'il se réveille. Et ben ça marchait pas. C'est désolant quand même. Et ces parents qui roulent des heures en voiture pour endormir bébé, mais dont bébé se réveille dès qu'il s'arrête. Ou ces bébés qui se réveillent toutes les nuits 5, 6, 10 fois. Et quand papa se lève pour soulager maman, ça marche pas. Bébé veut maman, seulement maman. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de sa séparation à maman qui se joue. Il veut s'assurer que maman va bien, que le sommeil ne la remet pas en danger elle aussi. Alors si vous vous reconnaissez dans ce cas, moi je vous invite à prendre un temps là tout de suite maintenant pour vous. Pour accueillir ce qui s'en vient dans votre dedans, vos émotions, vos ressentis physiques, vos souvenirs. Regardez tout ça là de face et laissez émerger ce qui doit monter. Puis laissez couler aussi ce qui doit couler. Et puis ensuite, je vous invite à parler à vos enfants. À leur dire que peut-être c'est cela qui se joue pour eux, qu'ils ont peut-être eu très peur le jour de leur naissance, que peut-être ils en gardent une marque qui a besoin de soins et d'attention. Leur dire qu'ils sont aujourd'hui en sécurité, que vous n'aviez pas idée que tout cela pouvait se jouer pour eux
et que vous ne les avez du coup pas accompagnés comme peut-être ils en auraient eu besoin. Mais que ce jour-là, le jour de leur naissance, c'était un jour particulier et que maintenant, leur naissance est passée. Que le sommeil est bon, qu'il est réparateur et synonyme de vie. Ils en ont besoin pour bien se développer, être en forme, grandir, parfaire leurs apprentissages. Et que maman aussi est en sécurité. Et je vous invite, avant de leur dire cette dernière phrase, à regarder en vous si vous, maman, vous vous sentez en sécurité vraiment. Sinon, accompagnez-vous sur ce sujet, faites-vous accompagner. Enfin, si tout ça, c'est pas suffisant, vous pouvez aussi vous pencher sur mon atelier que je vais bientôt proposer en ligne, l'atelier Douce Nuit, qui va balayer plus de 10 raisons qui peuvent être à l'origine des nuits sans sommeil pour vos bébés et pour aussi vos enfants plus grands. Parce que le monde intérieur des petits, il est vraiment très 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 riche. Et de très très nombreux chocs ou associations peuvent venir perturber les moments de vulnérabilité comme le sommeil de nos bébés qui voudront pas baisser leur garde à ce moment-là. Il suffit en fait pour les aider de mettre en lumière ce qui s'est passé pour eux et de trouver ensemble des solutions dont eux, vraiment, eux, ont besoin. Enfin, sachez aussi que ce qui reste à mes yeux, à moi, le plus efficace, c'est quand même l'accompagnement personnel de votre petit. Parce qu'il a une histoire bien à lui et que même s'il y a certaines généralités qu'on retrouve, il y a des subtilités que votre petit a peut-être besoin que vous connaissiez. La traduction de son monde à lui, c'est ça qui pour moi va être le plus important. Alors n'hésitez pas à venir le faire traduire en réel à mon cabinet ou à distance par le biais d'internet, puisqu'à notre époque tout est possible ou presque. Gardez le courage parce que vraiment il y a des solutions qui existent.